c'est des bateaux militaires en face. 2 avions de chasse qui patrouillent. Ouais, cool, on y est. Devant moi, il y a 130 km de mer qui forment le détroit qui sépare la Chine de Taïwan. Et derrière moi, c'est Tainan, une ville de près de 2 millions d'habitants qui était l'ancienne capitale de l'île quand elle était contrôlée par la dynastie Qing du continent. Et moi, je suis exactement sur la plage où l'invasion de l'île par la République populaire de Chine a de grandes chances de se produire, si elle a lieu un jour. Cet endroit a une position stratégique majeure. En fait, le sort de toute l'île de Taïwan est extrêmement important géopolitiquement et affectera le quotidien de la plupart des humains du XXIe siècle. Alors, je sais que je donne l'impression d'en faire des caisses, mais je vous assure que dans quelques minutes, vous en serez convaincus, vous aussi. L'histoire que je vais vous raconter est assez étonnante. C'est un peu la formation d'une tempête idéale, le concours de circonstances parfaites que l'on fait en général remonter à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour que vous ayez une bonne vision d'ensemble, j'ai envie de commencer l'histoire un tout petit peu avant, il y a environ 5 millions d'années. À cette époque, Taïwan sort des eaux, fruit de la convergence de la plaque philippine et de la plaque eurasiatique, ce qui donne cette chaîne de montagnes qui culmine à près de 4000 mètres d'altitude. Les sommets et les vallées escarpées couvrent 2 tiers de l'île, ce qui laisse pas énormément de place aux aborigènes qui s'y installent il y a environ 7000 ans. Ces peuples forment de nombreuses tribus avec leur culture et leur langue qui sont hyper intéressantes et j'ai fait une autre vidéo sur le sujet d'ailleurs, abonnez-vous, et ils commercent avec le continent pendant des milliers d'années jusqu'à ce que l'Europe débarque. Les Portugais d'abord, qui nomment l'île Formosa. Moins de 100 ans plus tard, la Compagnie des Indes orientales néerlandaises établit un fort, pas très loin d'ici, dont il ne reste que quelques briques. Ils expulsent la concurrence espagnole et ils profitent alors d'un monopole commercial avec l'Empire Ming chinois. Mais de son côté, l'Empire Ming est pas mal occupé par une guerre civile sanguinaire contre une autre dynastie qui vient de Mandchourie, nommée les Qing. Donc on a les Ming contre les Qing, et cette guerre aux sonorités marrantes fera plus de 25 millions de morts au total, ce qui est moins marrant, et d'ailleurs ça fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Bref, donc les Ming se font éclater par les Qing et ces derniers gagnent le contrôle de Taïwan où ils restent 2 siècles et ils mettent leur capitale ici, à Tainan. Les Anglais tentent de prendre le contrôle de l'île dès 1840, les Français aussi envahissent la ville de Keelung au nord pendant la trop peu connue guerre du Tonkin, les États-Unis font aussi des petites incursions et c'est finalement le Japon qui finit par prendre le contrôle de Taïwan à l'issue de la première guerre sino-japonaise en 1885. L'empire colonial japonais reste sur place 50 ans, jusqu'à son abdication à la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait, et il aura un impact majeur sur la culture de l'île. Il investit massivement dans les infrastructures en établissant un réseau de rails, un système éducatif, une administration, des industries, et en exploitant massivement la population locale, en forçant des milliers de Taïwanaises à l'esclavage sexuel et en réprimant toute rébellion dans le sang. Voilà, ça fait beaucoup, et encore j'ai vraiment résumé, mais c'était important de vous raconter tout ça pour marteler une idée fondamentale. C'est que Taïwan n'est pas juste chinoise, pas plus qu'elle n'est japonaise, aborigène ou juste européenne. C'est un mélange unique des cultures des différents occupants qui ont eu la prétention de croire qu'ils seraient les derniers colons de l'île avant de se faire inéluctablement dégager par le courant de l'histoire. Ok, maintenant on peut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là où naît vraiment cette tempête idéale qui va agiter le XXIe siècle. En 1945, le régime nationaliste de la République de Chine s'accapare Taïwan des ruines d'un Japon en faillite. Et ils fondent un régime autoritaire qui essaie de récupérer le plus de ressources de l'île le plus rapidement possible. Ce nouveau colon ne passe pas hyper bien auprès des Taïwanais, qui parlent pas le mandarin déjà, mais le hokkien ou le japonais, et ça finit comme souvent en bain de sang et en loi martiale, enfin que des bonnes choses quoi. Les nationalistes chinois n'ont pas le temps d'être sympas avec les Taïwanais parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Dans le même temps, ils mènent une guerre civile contre le Parti communiste de la République populaire de Chine, et ils perdent. C'est la débandade, et ils se réfugient à Taïwan. En exil à Taïwan, le parti nationaliste mené par Chiang Kai-shek déclare que la vraie Chine, c'est eux. Et de l'autre côté du détroit, sur le continent, le parti communiste mené par Mao Zedong dit que la vraie Chine, c'est eux. Au tout début des années 50, la guerre froide a déjà bien commencé et les US ont compris que la Chine est remplie d'infâmes communistes qu'il faut contenir. Et ils s'emploient à faire exactement ça. Contenir géographiquement ces vilains rouges en élaborant des alliances avec tous les pays de la région. Un chapelet de territoire enferme la façade maritime de la Chine avec un chapelet d'alliés des États-Unis comme la Corée, l'archipel japonais, Taïwan, les Philippines et enfin Bornéo. Pour s'assurer de leur sympathie, les US lancent un vaste programme de financement équivalent au plan Marshall pour ces pays. Et ceux qui ne finissent pas avec des bases américaines sur leur sol se voient quasiment offrir des millions de dollars d'équipements militaires américains.
Hélicoptères, avions de chasse, navires, etc. Et pour être vraiment sûr de ne rien oublier, les US mettent aussi en place une stratégie militaire qui consiste à utiliser tous les moyens nécessaires pour défendre Taïwan de la Chine, ce qui est toujours plus ou moins d'actualité. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. Taïwan en profite bien, parce que la Chine du continent tente à plusieurs reprises de faire des petites agressions ici et là, qui sont à chaque fois dissuadées par l'oncle Sam et ses gros porte-avions. Alors je résume rapidement, mais en pratique c'est plus compliqué. Taïwan n'est reconnu que par une grosse dizaine de pays membres des Nations Unies et l'aide des US est informelle. Son but est d'aider un territoire en fournissant des missiles pour exploser des gueules. On a bientôt fini avec le résumé historique, promis, mais on voit que Taïwan a à peine eu le temps de sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle était déjà au centre d'une bataille entre deux grandes puissances pour la 478e fois de son histoire. Au cours des décennies suivantes, son économie explose tellement qu'on appellera ça le miracle taïwanais. Et l'île transitionne rapidement d'une production très centrée sur l'agriculture à une production très centrée sur les objets électroniques. Les enfants des années 90 se souviennent que tous leurs cadeaux de Noël étaient made in Taiwan, tout comme de nombreuses télévisions, radios et autres gadgets électroniques. Au fil des années, la population s'enrichit, le pays se démocratise et le clivage culturel avec la Chine continentale se creuse. Du coup, à Taïwan, on se sent taïwanais, ou à la limite taïwanais et chinois, mais clairement pas juste chinois. Le pays élit une femme présidente, est le premier d'Asie à autoriser le mariage homosexuel, et petit à petit, l'industrie se spécialise dans des technologies de pointe, et tout particulièrement les semi-conducteurs. On est enfin arrivé au présent, prenez-vous une petite pause, vous l'avez bien mérité. Les 70 dernières années de Taïwan peuvent se résumer à un mot, status quo. Bon, en fait, ça fait 2 mots, mais entre le marteau et l'enclume, ça en faisait 6. La Chine communiste a la même position officielle depuis 1949. Taïwan est une province chinoise qui doit rentrer dans le rang, comme de nombreux autres l'ont fait avant elle. De son côté, Taïwan n'a pas officiellement abandonné le narratif qu'elle est toujours la vraie Chine, mais au moins le gouvernement ne fait plus semblant qu'il va reconquérir le continent comme le régime nationaliste de Chiang Kai-shek le racontait à qui voulait l'entendre. Bref, le status quo a fonctionné pendant des décennies, mais récemment, 2 choses ont eu lieu. L'invasion de l'Ukraine, qui rappelle à tout le monde qu'un pays souverain peut en envahir un autre pour des prétextes historiques bidons, et Xi Jinping. Le dirigeant chinois a fait de la réunification un de ses fers de lance. Et parmi ces autres fers de lance, on retrouve la modernisation importante de l'armée chinoise et le décloisonnement de la façade maritime du pays. Les supertankers qui amènent des millions de barils d'hydrocarbures, nécessaires pour faire tourner l'économie du pays, et les porte-conteneurs qui exportent les biens manufacturés, tous passent très proches de zones contrôlées militairement par les US. C'est pas extrêmement confortable, et c'est une vulnérabilité dont Beijing se débarrasserait bien. Taïwan est au milieu de ce dispositif de chaîne d'îles, et en avoir le contrôle serait un renversement de la situation incroyable pour la Chine. Mais le temps est compté. La Chine a d'énormes défis internes à résoudre. Par exemple, la population active diminue dramatiquement depuis 2012, et l'immigration très réduite ne pourra pas compenser ce manque de main-d'œuvre, à tel point que certains analystes discutent d'un éventuel pic de la puissance chinoise avant une inéluctable décroissance. Pour différentes raisons, ce déclin démographique ne concerne pas les États-Unis, ce qui a fait dire à de nombreux experts que si la Chine doit envahir Taïwan, c'est avant d'être complètement décrépite, soit avant 2030. Et tout ça se cristallise autour d'un produit essentiel, fabriqué quasi exclusivement à Taïwan, les semi-conducteurs. 22% de tous les semi-conducteurs du monde sortent de Taïwan. Mais les chiffres sont encore plus impressionnants quand on regarde les semi-conducteurs les plus avancés. Les nœuds de processus, ou process node, décrivent un ensemble de techniques de fabrication et on les répartit en différentes générations. On a la génération 22 nanomètres, la 14 nanomètres et la plus avancée est la 3 nanomètres. Taïwan produit 92% des semi-conducteurs de dernière génération. Voilà, c'est-à-dire que tous les équipements électroniques de pointe ont aujourd'hui besoin des usines taïwanaises pour être fabriqués, et tout particulièrement celle de TSMC, une entreprise gigantesque qui a le quasi-monopole de cette production ici. Et d'ailleurs, à quelques kilomètres d'ici, derrière moi, il y a un des fabs, donc une des usines de TSMC, en ligne directe depuis la plage. Voilà, comme ça, c'est parfait pour l'invasion, hop là, direct dans l'usine. Alors, je ne vais pas détailler l'histoire de cette entreprise, qui est certes très intéressante, mais aussi très longue. D'ailleurs, on retrouve encore des Hollandais dans les investisseurs de départ. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est marrant. Ce qui est important à retenir, c'est que si cette multinationale arrête de produire ses semi-conducteurs pendant juste quelques mois, l'humanité bégaye.
toutes les industries utilisent des transistors de TSMC. Transport, l'armée, le médical, le divertissement, etc. Il y en a dans votre télé, dans votre montre connectée, dans votre cafetière hors de prix, et vous regardez sans doute cette vidéo grâce à des composants de TSMC. C'est sûr en fait. Avec la pénurie de puces électroniques liée à la crise Covid, de nombreux pays ont investi dans la production de ces semi-conducteurs, mais déloger cette entreprise de son monopole n'est pas simple. Les fabs, donc les usines, coûtent incroyablement cher à construire et à maintenir. Les machines même qui permettent d'assembler les puces en dessous de 10 nanomètres sont toutes produites aux Pays-Bas. Tiens, et l'entreprise qui les conçoit n'arrive pas à en produire plus d'une 50aine par an. Bref, c'est une industrie très complexe qui prend des années et beaucoup de sous pour se mettre au niveau, et dans le même temps, TSMC continue d'investir massivement dans la recherche et creuse son avance sur le reste du monde. En 2020, la Chine n'arrivait à produire que 6% de ses semi-conducteurs et devait importer tout le reste, majoritairement de Taïwan. Et c'est pas un cas isolé. Le monde entier est extrêmement dépendant du bon déroulement de la production taïwanaise, ce qui confère une sorte de protection géopolitique très particulière à l'île, ce qui a été nommé le bouclier de silicone. Voilà, donc on a tout, notre tempête idéale est en place. Certains endroits semblent concentrer l'histoire, en quelque sorte. La plage du débarquement, Pearl Harbor, Berlin pendant la guerre froide, Cuba pendant la crise des missiles. On peut sortir plein d'exemples d'un endroit de quelques dizaines de kilomètres autour duquel tout un conflit a pivoté. De façon générale, on sent intuitivement que certains lieux ont plus d'impact que les autres sur l'histoire et qu'ils ont un poids plus important dans de nombreux événements. On sent bien que Châteauroux a moins d'impact sur l'avenir de l'humanité que Washington par exemple, mais ça reste dur à quantifier précisément parce que il n'y a pas de métrique pour quantifier l'histoire et ces événements. De nombreuses théories, comme celle du Rimland ou du Heartland, ont essayé de définir quels lieux étaient les plus stratégiques pour le déroulement du futur, et la Critical Juncture Theory, j'ai pas trouvé la traduction en français, s'est surtout intéressée aux points de bascule qui peuvent arriver brutalement dans une société. Mais c'est à peu près tout. Et pour un biologiste, c'est vraiment surprenant, parce qu'un des plus gros débats de la biologie évolutive a été de savoir si l'évolution des organismes se fait de façon graduelle ou par accélération brutale. Et plus généralement, le rythme d'apparition des événements biologiques est une question très centrale de la discipline. Mais pour l'histoire humaine, on ne sait pas trop. C'est pas trop étudié sous cet angle, et même si on sent bien que l'histoire s'accélère parfois, ou qu'elle ne coule pas à la même vitesse partout, on peut pas vraiment mettre de chiffres sur cette sensation. Et pour Taïwan, la sensation elle est là. Le 21e siècle sera massivement transformé par les intelligences artificielles. Au moment où je tourne cette vidéo, ChatGPT est dans l'actualité à peu près tous les jours. Les modèles de génération de vidéos commencent à sortir des trucs intéressants, et on annonce toutes les semaines un nouveau métier qui va disparaître à cause des IA. La finance, l'armée, l'agriculture et globalement tous les secteurs d'activité, sauf peut-être la création d'estampes japonaises, seront transformés profondément par les intelligences artificielles. Ces algorithmes très complexes demandent une énorme puissance de calcul pour fonctionner. Leurs versions futures seront d'autant plus gourmandes et auront besoin de composants semi-conducteurs toujours plus avancés. Et TSMC va jouer un rôle énorme là-dedans. Donc, Taïwan bouillonne. Le mélange incroyable des cultures des nombreux peuples qui l'ont colonisé, le miracle taïwanais, sa position géostratégique entre les deux plus grandes puissances mondiales, le monopole technologique sur la ressource la plus importante du siècle. Clairement, si on pouvait mesurer le potentiel historique d'un endroit, on verrait que cette plage et l'île tout autour.